Essen, ça veut dire nourriture en allemand. C'est des ananas, ça. Oh, c'est des ananas. Ça, c'est mon fruit préféré. Dis-moi ça, ananas. Mais Essen, c'est aussi un festival de jeux de société qui se passe à Essen en Allemagne. Ouais, habituellement, ça s'appelait Essen comme ville, c'est pas bien fort. Là. Mais en tout cas, c'est pas de ça qu'on parle vraiment, c'est du festival de Essen. Alors, c'est à cet endroit-là où les auteurs de jeux gagneront le Spiel des Jahres. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi le Spiel des Jahres, c'est un peu comme les Oscars du jeu. Si tu gagnes ça, c'est un des plus grands prix que tu peux avoir. Et donc, quand tu obtiens ça, c'est génial parce qu'après ça, bon, t'es propulsé vers l'eau habituellement. Des fois oui, des fois non. Mais de toute façon, c'est un peu bizarre parce qu'on le sait déjà qui gagne les prix. Hein? Donc, il y a un prix pour le jeu de l'année, le prix pour le jeu stratégique de l'année, le jeu pour les enfants de l'année. Donc, on le sait déjà qui gagne. Donc là, je le sais déjà à quoi tu penses, Vincent. J'ai énormément de lectures à faire, j'ai des livres à lire pour mes cours de littérature à l'université qui comportent des pages couvertures avec une craque de sein d'une femme. Et donc, pourquoi est-ce que je m'intéresserais à un festival qui se passe en Allemagne si je sais déjà qui gagne? Ce sont de très, très bonnes questions. D'accord? Premièrement, tes lectures fallait, c'est important. Deuxièmement, la raison pour laquelle tu devrais t'intéresser à Essen, eh bien, c'est parce que c'est non seulement un endroit où est-ce qu'on donne un prix à des jeux qui sont déjà sortis, mais aussi c'est un endroit où est-ce que on va avoir accès à plein de jeux de société qui sortent à cet endroit-là. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de connaître les différents jeux qui vont faire vibrer la communauté des joueurs, les différents auteurs qui sortent leurs grosses bébites de l'année, mais surtout de savoir quel jeu est-ce qui m'intéresse et quel jeu je vais pouvoir aller acheter un peu plus tard dans l'année et que je vais pouvoir ajouter dans mon étagère Kallax. Eh bien, ici, présentement, il y a seulement toi et toi qui pourra répondre à cette question-là. Par contre, moi, j'ai passé à travers une liste de centaines et de centaines de jeux qui vont sortir à cet événement-là et j'ai décidé de te présenter mon top 10 des jeux qui vont probablement me faire vibrer. Alors, je te présente ces 10 différents jeux-là et à toi de décider si tu partages ça ou non. Alors, go! Numéro 10. Enfin un jeu où est-ce que je vais pouvoir jouer avec mon poncho puis pouvoir agir comme un lama toute la game puis je vais jamais déranger personne. Parce que mon numéro 10, c'est simple, c'est Altiplano. Qu'est-ce qu'Altiplano? C'est un jeu en fait qui vient de cet auteur-là, hein? Monsieur Rainer Stockhausen, qui nous a amené ce jeu fabuleux-là, Orléans. Orléans, ça a été un coup de cœur pour moi, ça a été un coup de cœur d'ailleurs pour plusieurs autres personnes. Puis c'est très simple en fait, c'est un jeu où est-ce qu'on va avoir un sac. Et dans ce sac-là, en fait, on va avoir différents jetons et différents travailleurs qu'on va installer sur notre plateau. Et ça va nous permettre, en fait, de pouvoir activer différentes actions sur notre plateau pour obtenir d'autres personnages et pour faire des points. D'accord? Donc, la raison pour laquelle ce jeu-là m'intéresse, eh bien, c'est parce que j'apprécie beaucoup Orléans et aussi la boîte a l'air d'un vieux coton ouaté de Noël que tu recevrais de ta grand-mère qu'elle a coupé par elle-même. Puis surtout, ben écoute, hein, qui n'aime pas agir comme un lama pendant sa partie? Numéro 9. Là, j'ai une confession à vous faire. Ça va être difficile, là, mais ça va sortir à temps peu. J'ai pas de jeu de pirate dans ma collection, puis ça me dérange parce que j'ai hâte de trouver un jeu de pirate que je vais aimer puis que je vais vouloir sortir avec des amis. J'aime Jack Sparrow.
Puis là, je pense que j'en ai trouvé un à SN qui sort cette année. Ça s'appelle Parley et c'est un jeu, en fait, d'informations cachées. Je représente un pays et les autres joueurs aussi, mais on sait pas qui représente quel pays. Et le but, en fait, c'est de bluffer, de négocier avec les autres parce que on va décider d'attaquer ou de défendre certains pays. Et donc, dépendamment de l'issue de cette situation-là, on gagne ou on perd des points. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter de se faire découvrir par les autres joueurs parce que si un joueur découvre notre pays qui nous a été assigné au préalable, alors à ce moment-là, on perd des points en fin de partie parce qu'on a été blacklisté. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là parce que j'aime beaucoup dire des conneries autour d'une table et j'aime avoir un contexte ludique pour le faire. Et là, c'est un contexte ludique de pirate. Donc là, moi, ça vient m'interpeller énormément. Et surtout, c'est important de savoir que l'auteur du jeu a travaillé pendant plus de 15 ans, en fait, sur ce jeu-là. Donc, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et donc, mon numéro 9, Parley. Numéro 8. Il y a des auteurs dans la vie que tu n'apprécies pas beaucoup et d'autres que tu aimes énormément. Comme par exemple, je déteste Par contre, si tu es fin connaisseur de jeux de société, tu reconnaîtras que tous ces jeux ont une chose en particulier, et c'est l'auteur, Stefan Feld. Stefan Feld, cette année, sort un jeu qui se nomme Merlin. Et je suis très, très, très excité de pouvoir l'essayer. J'ai entendu des bons commentaires de mes amis qui sont allés au Gen Con et qui ont pu essayer le démo. En fait, Merlin, ça va être un jeu où est-ce que on va lancer des dés et on représente différents chevaliers de la table ronde. On va se déplacer, en fait, dans le royaume, si on peut dire, et on va essayer d'avoir le plus d'influence possible. Ce qui m'intéresse beaucoup du jeu, c'est que premièrement, les Oracles de Delphi, le jeu que Stefan Feld a sorti l'an passé, m'a un peu déçu. Disons, je m'attendais un peu mieux que lui. Donc, j'ai très très hâte, premièrement, de réessayer un nouveau jeu de Stefan Feld. Et la deuxième raison pour laquelle ce jeu m'intéresse, c'est toujours les mécaniques particulières et uniques, les belles petites twists, en fait, qu'il amène dans le jeu. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Donc, mon numéro 8 se nomme Merlin de Stefan Feld. Numéro 7. Qui n'a jamais entendu parler de Jurassic Park, hein? Ce film qui a marqué notre enfance avec le grand T-Rex dangereux et très 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 agressif et les petits enfants qui courent pour essayer de s'échapper des raptors et que finalement ils réussissent à se faire sauver par le monsieur et finalement de pouvoir partir de l'île en sain et sauf puis tout ça. Eh bien, il y a des auteurs de jeux qui se sont dit que ce serait intéressant de faire un jeu de société autour de la thématique du parc de dinosaures et c'est pourquoi ils ont sorti Dinosaur Island. Dinosaur Island, c'est un jeu où est-ce qu'on représente en fait des propriétaires de parcs de dinosaures et on va pouvoir créer nos propres dinosaures. Et plus la génétique est rare et difficile à trouver, plus notre parc va générer des clients, va créer un buzz autour de nos dinosaures et on va obtenir de l'argent et de la prospérité. On a aussi la partie un peu gestion de ressources de la business où est-ce que bon, faut gérer notre parc aussi, hein, les demandes, la nourriture qu'on donne aux dinosaures, etc., etc. Et donc, la raison pour laquelle le jeu m'intéresse énormément, c'est premièrement la thématique, hein, qui n'aime pas gérer un parc de dinosaures. En tout cas, moi, ça m'interpelle beaucoup. Et deuxièmement, l'aspect gestion de ressources euro qui va venir un peu chercher le côté remue-ménage, casse-tête, puzzle que j'aime bien avoir dans le jeu de société. Alors, mon numéro 7, c'était... Numéro 6. J'ai eu peur. À des millions d'années-lumière de la Terre, sur leur planète, des espèces intelligentes contemplent le ciel, l'espace infini. L'espoir repose entre les mains des plus courageux, prêts à affronter l'espace infini. Mais un flore que c'est belle. Qui conquérera la galaxie? Seul l'avenir nous le dira.
l'espace infini, le projet Gaïa. Mets-y des lunettes qui a l'air d'un DJ. Gaia Project, un jeu dans la lignée de Terra Mystica. D'accord? Terra Mystica est un jeu qui est sorti en 2012 et qui figure depuis ce temps-là dans le top 10 de Board Game Geek. Donc, ce qui est intéressant de ce jeu-là, en fait, c'est qu'on change la thématique fantastique médiévale pour une thématique, en fait, interplanétaire, intergalactique, science-fiction. Donc, on représente différentes races sur notre planète mère et on veut essayer de se propager dans les alentours pour créer un plus grand système autour de notre race personnelle. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est premièrement, bon, quand on parle qu'un jeu dit être une remasterisation d'un classique comme Terra Mystica, c'est sûr que ça laisse personne indifférent, dont moi. Donc, j'ai très hâte de pouvoir l'essayer. Et deuxièmement, en fait, la thématique m'interpelle un peu plus que ce que Terra Mystica présentait pis ça. Donc, je suis très curieux de voir, en fait, quels sont les différents changements qu'ils ont créés autour de Terra Mystica pour présenter Gaia Project, qui est mon numéro 6 de mon top 10 à SN. J'ai hâte. Numéro 5. LOL. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux publiés par année qu'on oublie parfois les jeux qui ont été faits auparavant. Et certains de ces jeux-là amenaient une mécanique très unique en son genre. Comme par exemple, Abungut était un jeu où l'on partageait des informations avec le joueur de notre droite et le joueur de notre gauche. Et à chaque tour, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une carte de notre plateau à droite ou à gauche pour augmenter la valeur ou diminuer la valeur d'une œuvre d'art. Et on obtenait de l'argent selon la valeur que les joueurs avaient placée en jeu pendant le tour. Et cette année, à SN, il y a un jeu qui reprend cette mécanique-là qui se nomme Divinity Derby. Dans Divinity Derby, nous représentons en fait des semi-dieux en qui allons miser sur des créatures de la mythologie grecque dans une course effrénée. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'on veut miser sur une créature qui, on pense, va arriver en premier. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va prendre une carte, on va la jouer et on va avancer l'animal en conséquence de la carte. Comme par exemple, si j'ai joué la carte Pumba, qui va péter dans le visage de la vache et il va arriver en premier ici et la vache, malheureusement, est un peu tombée dans le cadre parce que le pet, il pue. Un peu gluant, mais appétissant. Et donc, moi, en voyant cette action-là, je décide de tout d'abord miser sur le panda qui arrivera en premier en course parce que ici, j'ai une carte qui va me faire avancer le panda, mais avant tout, je vais devoir sortir un gun pour tirer le lion, donner un coup à la cèbre et là, je vais arriver ici et je vais m'en aller en avant de tout le monde et j'ai gagné parce que le panda gagne toujours dans les jeux. C'est un jeu qui est très familial. Et c'est pour ça, moi, que j'ai hâte de jouer à ce jeu-là avec ma famille. C'est un jeu qui est quand même assez simple, mais qui offre une belle profondeur, puis surtout qui présente une mécanique qu'on voit pas très souvent. Et donc, mon numéro 5, ce sera Divinity Derby. Le panda gagne toujours. Numéro 4. Un panda. Qui ne connaît pas Tibor, le maître bâtisseur? Moi non plus. Par contre, je connais Alexander Pfister, qui lui est un auteur de jeux très apprécié et très prolifique. C'est l'auteur de jeux comme par exemple qui a fait Mombasa, Great Western Trail et Isle of Skye. Et cette année, à SN, il sort un jeu en collaboration avec un autre auteur qui se nommera Tibor der Baumeister, Tibor le maître bâtisseur. C'est un jeu qui est dans l'univers d'un autre jeu qu'il a créé auparavant qui s'appelle Oh My Goods. Et dans Tibor, ce que nous allons avoir, ce sont des cartes en main et nous allons pouvoir utiliser ces cartes-là pour différentes raisons. Soit pour obtenir de l'argent, construire des bâtiments ou tout simplement l'effet spécial de la carte. La raison pour laquelle le jeu se trouve à mon numéro 4, c'est très simple. 2 mots, Alexander Pfister. J'ai rien d'autre à dire que ça. Je ne sais pas si le jeu va être bon ou quoi que ce soit. J'ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est que chaque fois que j'essaye un de ces jeux, c'est une expérience ludique unique qu'on sort des sentiers battus, qui m'amène des twists, des mécaniques que j'ai envie de réessayer par la suite. Alors, mon numéro 4, Tibor der Baumeister de Alexander Pfister. C'est beaucoup de R. Numéro 3. Numéro 3. Je te trouve très intrusif en ce moment.
Transatlantique de McGurts. Donc, McGurts est reconnu pour plusieurs raisons dans le domaine du jeu de société. Tout d'abord, pour avoir créé la mécanique Roundel, donc la rondelle. Et la deuxième chose, c'est très simple, c'est pour toujours sortir des jeux dans une boîte un peu atypique, là, qui est très très mince, très longue, très large, puis ça fait jamais dans ta bibliothèque. Pas très très commode, Monsieur Gertz, hein? Transatlantique nous emmène en 1869. Pendant une période où la transportation navale est en ascendancée, on va en fait acheter des bateaux, on va les faire augmenter en puissance, on va devoir aussi les vendre à un certain moment pour en obtenir des meilleurs. Et le jeu se termine en 1914, à l'avènement de la Première Guerre mondiale. 50 différents bateaux que l'on va découvrir, qui ont vraiment existé à cette époque-là. Plusieurs raisons pour lesquelles le jeu m'intéresse. D'abord, McGurts est un auteur que j'apprécie beaucoup pour la fluidité et l'élégance de ses jeux de société. Des jeux comme Concordia, c'est tellement parfait comme jeu, c'est tellement fluide, c'est tellement le fun puis agréable. C'est léger, mais en même temps tellement de profondeur. Et la deuxième, en fait, c'est que justement, Transatlantique veut utiliser le même principe de card drafting, repêchage de cartes, que Concordia a utilisé. Alors, mon numéro 3, c'est Transatlantique de McGurts. Je suis un peu mal à l'aise présentement. Laisse-moi prendre mon vin. Numéro 2. Le monsieur était dans son bain. Pour te présenter mon numéro 2, je voulais faire un méga gros solo de cornemuse. Mais une cornemuse, ça se trouve nulle part. Fait que je vais te faire un méga gros solo de didgeridoo. Mon numéro 2, Clans of Caledonia. Clans of Caledonia nous vient d'un auteur plus ou moins connu, mais qui, je pense, va commencer à être de plus en plus populaire, parce que ce jeu-là, c'est sûr et certain qu'il fait un tollé, je te le garantis. C'est un jeu où est-ce qu'on va représenter différents clans irlandais et on va expansionner notre territoire pour être capable de produire des ressources et, avec ces ressources-là, en fait, les vendre ou tout simplement accomplir des contrats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, il y a beaucoup de chair autour de l'os, hein, parce que c'est un jeu qui a été influencé grandement par Terra Mystica. Et comme j'ai expliqué tantôt pour mon numéro 6, Gaia Project, lorsqu'un jeu se veut être une remasterisation de, ou lorsqu'un jeu dit avoir été grandement influencé par Terra Mystica, moi ça me parle, je vais essayer automatiquement ton jeu. Go for it! La petite twist qui est intéressante, c'est vraiment le fait que il y a plein d'influences de jeux de société, moi, qui m'ont fait vraiment triper. Comme par exemple, l'auteur explique que Clans of Caledonia se veut être un jeu davantage économique que tout simplement juste un jeu de gestion de ressources. Et il a pris cette influence-là qui vient de Brass. Une autre influence, en fait, c'est le principe de spéculation de commodité, où est-ce qu'une ressource va augmenter ou diminuer de valeur selon si les joueurs achètent davantage ou vendent davantage de cette ressource-là. Et ça nous vient de Navigador. Et finalement, évidemment, les contrats et les différents pouvoirs personnalisés des différents clans, il dit que c'est une influence de Marco Polo pis ça. Puis autour de tout ça, t'as ton plateau personnel qui fait penser beaucoup à Hansa Teutonica. Et là, c'est super intéressant, Hansa Teutonica, parce que t'as vraiment différentes manières de pouvoir te diriger dans la partie et tu peux gagner en ayant une stratégie précise. Clans of Caledonia, contrairement à des jeux euro de grande envergure qui sont sortis durant les dernières années, il faut pas que tu fasses un peu de tout pour être capable de gagner, puis la personne qui a mieux fait ça gagne. C'est vraiment, je peux décider, ok, je m'en vais vers cet endroit-là, ou je m'en vais vers cette stratégie-là. Et toutes les stratégies sont légitimes. Et c'est ça, moi, qui me fait triper d'un jeu euro de grande envergure, c'est que on me bloque pas juste à être pogné dans une seule voie, puis une seule avenue, puis de faire, c'est comme ça que tu vas gagner, Vincent, d'attitude. Non! Alors, mon numéro 2 est Clans of Caledonia de Monsieur Aljuju Putulukupu. Je suis pas capable de dire son nom. Mais c'est pas grave parce qu'il fait un bon jeu. Numéro 1. C'est le dernier jeu.
numéro 1. Ça fait environ 4 jours peut-être que j'ai changé mon... Excusez, ça me pique vraiment, là. T'es pas confortable. Ah, que c'est fatigant. C'est qui s'habille bien, là, pour faire un numéro 1? Nous sommes désolés de ce malencontreux temps d'attente. Veuillez passer... c'est des ananas. Ça, c'est mon fruit préféré. Des ananas. Bon, enfin, mon numéro 1. London de Martin Wallace. Alors, London, en fait, existe depuis 2010. Ben, pas la ville, le jeu, évidemment. Mais cette année, ils ont décidé de créer une deuxième édition où est-ce qu'ils vont réviser les règles et aussi amener une esthétique très intéressante au jeu. London, en fait, nous représentons des gens qui voulons reconstruire la ville de Londres après le grand feu qu'il y a eu en 1666. Et c'est très simple, nous le faisons via des cartes. Ces cartes-là ont différents pouvoirs, d'accord, et ont différentes utilités. Mais l'utilité principale, c'est de les installer devant soi pour plus tard faire rouler la ville, donc activer les cartes qui sont devant soi et obtenir des bonus de ces cartes-là. Le problème, par contre, c'est qu'il faut bien gérer, en fait, ces cartes-là et combien on en met devant soi parce que plus j'ai de cartes, plus je reçois de cubes de pauvreté. Et en fin de partie, la personne qui a le plus de cubes de pauvreté perd des points et donc risque de perdre la partie. Alors, ce principe-là, en fait, de engine building, construction d'engins, qu'on peut retrouver dans des jeux comme Terraforming Mars ou Lorenzo Magnifico, par exemple, vient m'attirer beaucoup dans London. Et chacune des cartes est unique et surtout, chacune des cartes peut bien s'agencer les unes avec les autres. Donc, j'ai très hâte de jouer à ce jeu-là. J'ai pas encore joué, mais j'ai vu en fait des vidéos, j'ai vu des critiques puis tout ça. Et le jeu m'attire à 2000 à l'heure. J'ai vraiment envie de jouer. J'ai envie de l'acheter immédiatement. C'est sûr et certain que ce jeu-là, moi, je vais triper ben raide parce que, bon, Martin Wallace, c'est un auteur que je trouve extraordinaire. C'est un génie du jeu de société moderne. Chaque fois qu'il fait un jeu, il y a toujours des mécaniques qui sont ingénieuses, qui sont élégantes, puis tout ça, et surtout qui amènent quelque chose d'unique en son genre dans le jeu de société. Et deuxièmement, le engine building, c'est une de mes mécaniques préférées. De voir en fait l'évolution de ce que je fais petit à petit et de voir finalement qu'est-ce que ça m'a donné en fin de partie et de me donner une tape sur l'épaule, de faire « Félicitations Vincent, t'as vraiment fait ça comme un champion ». Ou pas, mais c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave parce que je vois qu'est-ce que j'ai fait. Puis c'est ça qui est trippant des engine building. Bref, mon numéro 1 est London de Martin Wallace, la deuxième édition. Alors, c'était mon top 10 de SN. Je te remercie énormément de m'avoir écouté. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne L'École du jeu. Je veux remercier d'ailleurs les 3 contributeurs principaux de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir faire cette vidéo-là et le publier sur leur chaîne. Donc, merci JP, Joe et Sylvain. Et finalement, il y a probablement des jeux que je n'ai pas mentionnés dans la vidéo, mais que toi t'attends grandement à SN. Donc, si tu veux, tu peux les écrire dans les commentaires. Et ensuite de ça, on pourra avoir une belle discussion tous ensemble avec la communauté YouTube qui est extraordinaire. Et on va pouvoir jaser de tout ça. Alors voilà. Ça se peut aussi que tu n'aies pas apprécié certains jeux que j'ai placés, hein, ou que selon toi, Agra, ou Vengeance, ou Pandémie Legacy, ça aurait dû être dans ton top 5, Vincent. Qu'est-ce que tu fais là? Ou t'en vas avec tes skis dans le bain, bref, si tu veux critiquer, j'accueille grandement ta critique. Vas-y, rentre-moi dedans, ça va me faire plaisir de pouvoir te répondre et t'expliquer pourquoi ces jeux-là ne sont pas nécessairement rentrés dans mon top 10. Bref, j'espère que on va se voir bientôt, qu'on va jouer ensemble, mais surtout, aie du plaisir et on n'a que du plaisir en gagnant. C'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.